Allô ma crème anglaise, c'est Vincent et aujourd'hui je te présente en rafale différents jeux qui vont sortir au Gen Con et qui ont piqué ma curiosité. J'avais pas envie de faire un top 10 ou un top 15 parce que ça me demandait en fait de couper dans différents jeux. J'ai vraiment juste envie de te lancer toutes les différentes informations que j'ai pu obtenir par rapport à ces jeux-là. Étant donné que c'est pas un top 10 ou un top 15, prends pas en considération l'ordre dans lequel je parle des jeux parce que j'en parle puis écoute tu ça puis il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique à ça. Puis en passant, ça se peut que je me trompe sur certains jeux. Tu sais, c'est un feeling personnel. Puis des fois, ça se peut que ça soit vraiment pas bon le jeu que je viens de parler ou qu'au contraire, ça crée une espèce de bombe ludique dans le sein de la communauté. Si ça t'intéresse, dans la description, j'ai fait des timestamps, des marqueurs de temps pour indiquer de quel jeu je vais parler et à quel moment j'en parle. Si tu as des questions par rapport aux différents jeux, n'hésite pas à laisser un commentaire dans la section en bas ou encore aller voir sur Board Game Geek pour en savoir plus sur le jeu ou même aller directement sur le site web de la compagnie qui produit ce jeu-là. N'hésite pas à me partager aussi si toi il y a des jeux qui t'ont vraiment allumé puis que j'ai peut-être pas parlé. Puis dis-moi aussi pourquoi est-ce que ce jeu-là t'intéresse. Alors on part le bal avec Newton. Newton nous renvoie au 17e siècle où les joueurs vont jouer de jeunes scientifiques qui désirent faire leur marque dans l'histoire de la science et devenir un génie de cette époque-là. Newton emprunte une mécanique de gestion de cartes où les joueurs vont avoir une même carte et vont jouer des actions reliées à celle-ci. Et une fois qu'un round est terminé, on récupère toutes nos cartes, sauf qu'il y en a certaines qui vont rester sur le plateau. Et plus la carte est là longtemps, plus l'action reliée à cette carte-là va être forte. La raison pour laquelle ce jeu-là m'intéresse, c'est parce qu'un des deux auteurs a designé des jeux qui sont un peu devenus comme des classiques instantanés chez nous. Et je parle ici de monsieur Simone Luciani. Simone Luciani. Monsieur Luciani est un des têtes derrière les voyages de Marco Polo, Grand Austria Hotel, ainsi que Tzolk'in, le calendrier Maya. Cet auteur-là est très créatif et original en général, et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire en fait avec ce jeu-là, particulièrement avec la thématique qui est relativement intéressante, puis qui sort un peu des sentiers battus. Parlant de Grand Austria Hotel et les voyages de Marco Polo, une mécanique que j'apprécie de plus en plus et qui devient de plus en plus populaire d'ailleurs, c'est le placement de dés. Un des auteurs hot du moment qui présente cette mécanique-là toujours sous un nouveau jour dans ses jeux, c'est monsieur Virginio Gigli. Non, ça c'est non Vincent. Et monsieur Gigli, en collaboration avec un autre auteur, va nous présenter son nouveau bébé au Gen Con, qui est Coimbra. Dans Coimbra, les joueurs jouent des leaders de familles de nobles du Portugal et on veut être tout simplement la famille la plus prestigieuse du Portugal. On va faire ça en fondant des expéditions, en créant des relations externes à notre famille, en étant en partenariat avec l'Église. Et là, je te vois déjà dire... Ben plate cette thématique-là. On a déjà vu ça avant. Mais c'est pas tant la thématique moi qui m'intéresse, c'est vraiment la mécanique que M. Gigli va nous présenter dans ce jeu-là. Parce que dans Coimbra, en fait, les joueurs vont recevoir des dés de différentes couleurs et de ce que j'ai compris, l'action que tu vas utiliser va dépendre en fait de la couleur et du résultat du dé. D'ailleurs, j'ai été dans un événement spécial où Coimbra était en démonstration. Le jeu avait pas mal fait l'unanimité ce soir-là pour dire que c'était une bombe ludique. Fait que c'est sûr que là, présentement, mes attentes sont boostées à fond la caisse pour ce jeu-là. Avez-vous déjà entendu parler des Crayon Rail Games? Les jeux de type Crayon Rail Games étaient des jeux de train des années 80-90 où les joueurs allaient directement dessiner leur rail de train sur le plateau et ce, à l'aide de crayons de cire. Pour moi, ces jeux-là, ça a toujours été une genre de légende urbaine. J'en ai entendu parler ici et là, mais j'en ai jamais vu un de mes propres yeux et il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit « Viens-t'en, on s'en va jouer à un Crayon Rail Game ». Mais cette année, ça risque de changer et ce, grâce à Cool Mini or Not qui sort un jeu qui se nomme Railroad Inc. Inc comme dans encre et non pas Inc comme dans Incorporated. Voyez-vous le petit jeu de mots? Dans ce jeu-là, les joueurs vont recevoir une fiche personnelle et ils vont devoir en fait dessiner leur rail sur leur fiche à eux. À chaque tour, on lance des dés et ça nous donne le type et la couleur de rail que l'on va pouvoir dessiner. On va en fait scorer les points quand on est capable de relier deux sorties avec une même rail et on va perdre des points si une rail n'est pas complétée à la fin de la partie. Une fois la partie terminée, t'effaces ta fiche personnelle et voilà, tu peux recommencer une nouvelle game de Railroad Inc. Mais évidemment, Cool Mini or Not étant Cool Mini or Not, il fallait qu'il arrive avec un concept un peu inédit et excentrique.
égocentriques, bien à eux. Parce que cette année au Gen Con, tu auras la chance de pouvoir te procurer 2 versions du jeu, c'est-à-dire le Blazing Red Edition et le Deep Blue Edition. Quelle est la différence, mis à part les 2 couleurs extraordinaires de boîte? Eh bien, c'est que dans les 2 boîtes, il y aura 2 extensions différentes. Dans le Blazing Red Edition, tu devras affronter la lave et les météorites, alors que dans le Deep Blue Edition, tu devras passer à travers les lacs et les rivières et éviter que ton train tombe dans un lac ou une rivière. Et comme si ce n'était pas assez, avec une boîte, tu peux jouer de 1 à 6 joueurs, mais si tu combines les 2 boîtes, tu peux maintenant jouer de 1 à 12 joueurs! Ok? Bon, j'exagère beaucoup, là, mais ça reste quand même que Communion Up aime ça faire des projets un petit peu inhabituels, on s'entend. De toute façon, avec mon trouble obsessif-compulsif et mon sentiment de completionist toujours insatiable, j'ai toujours besoin d'avoir tout d'un jeu, mais ça se peut probablement que je vais m'acheter les 2 jeux anyway, parce que bon, je suis comme ça. Dernièrement, j'ai joué à Mythos Tales, ça m'a vraiment donné le goût de rejouer à Sherlock Holmes Détective Conseil. Je me rends compte de plus en plus que j'adore l'univers de Sherlock Holmes, j'aime l'époque victorienne, le meurtre et mystère, tous ces éléments-là ensemble me font vraiment triper. Quand je passais à travers la liste des jeux qui sortent à Gen Con, ben j'ai pas eu d'autre choix que d'être attiré par un jeu qui se nomme Sherlock et Moriarty. Sherlock et Moriarty, c'est un jeu asymétrique à 2 joueurs où un joueur jouera le rôle de Moriarty et l'autre jouera le rôle de Sherlock Holmes. C'est un card drafting, donc les joueurs vont sélectionner des cartes et ces cartes-là sont reliées à des crimes ou encore des indices, bref, des éléments dans l'univers de Sherlock Holmes. Les 2 auteurs de ce jeu-là ont participé en fait à un jeu que j'ai vraiment trippé l'année passée puis qui est passé en dessous du radar qui se nomme Wartime. Wartime, en une phrase, c'est un jeu de guerre en temps réel où les joueurs, une fois après avoir fait une action avec une unité, ben on va lui associer un sablier et cette unité-là ne peut pas faire quoi que ce soit tant aussi longtemps que le sablier ne s'est pas écoulé au complet. Donc quand j'ai vu ces 2 personnes-là associées à Sherlock et Moriarty, je me suis dit probablement que ça pourrait être un petit joyau qui va passer en dessous du radar, mais qui est vraiment le fun. Bref, je le sais pas, on va voir. Un des jeux que j'attends le plus du Gen Con, c'est Treasure Island. Dans Treasure Island, il y a un joueur qui est attaché en haut d'un mât et ce joueur-là, en fait, il connaît la localisation d'un trésor enfoui dans une île déserte. Puis ce joueur-là doit donner des informations aux autres joueurs autour de la table pour qu'eux autres ils puissent découvrir le trésor. Il y a 2 problèmes dans l'équation. Numéro 1, ben le joueur en haut du mât, il veut l'avoir avant les autres, il est juste présentement attaché. Le deuxième problème, c'est que tout le monde veut avoir le trésor, mais pour eux-mêmes seulement, donc on veut tous jouer individuellement pour pogner le trésor avant les autres. Donc le joueur qui connaît la localisation du trésor va donner énormément de fausses pistes à tous les joueurs pour qu'ils évitent de trouver le trésor avant que lui réussisse à se détacher. Tandis que les autres joueurs, ben, ils pourraient partager de l'information les uns avec les autres. Mais tu sais, est-ce que l'information qu'ils donnent aux autres joueurs, c'est vraiment vrai? L'affaire, c'est que quand je regardais à travers la liste, eh bien, il y a un jeu que j'ai comme vu puis qui ressemble étrangement à Treasure Island qui se nomme Bad Maps. Dans le fond, la différence principale, c'est que dans Bad Maps, ben le joueur qui sait où est le trésor, c'est le capitaine du bateau. Puis le capitaine, ben il veut donner des vraies directions à ses matelots, mais il veut envoyer des fausses pistes aux pirates qui font pas partie de sa flotte personnelle. Évidemment, Treasure Island, il y a beaucoup plus d'informations sur le jeu, puis Bad Maps, il y en a pas beaucoup. Donc, je suis un peu en train de me demander lequel. Mais selon moi, ça risque d'être Treasure Island parce que ça a l'air vraiment bon. Un courant de plus en plus populaire chez les éditeurs, c'est de créer ce qu'on appelle un fighting system. Un exemple de fighting system très connu, ça pourrait être genre Street Fighter ou Mortal Kombat. Je le sais, c'est des jeux vidéo, mais présentement, on est en train de vouloir faire le transfert du jeu vidéo vers le jeu de société et ça commence à pogner un peu pas mal. Dans le fond, les joueurs vont avoir le choix entre différents représentants de ce système de jeu-là. Ça peut être des factions, des créatures, des combattants, des champions. Ils vont sélectionner un représentant et ils vont clasher l'un contre l'autre et le joueur en fait qui a le plus dominé la partie gagne. Et là présentement au Gen Con, t'en as quelques-uns qui vont émerger là-bas. Sauf que selon moi, le système de jeu à surveiller, c'est le système de jeu Exceed qui nous vient de Level 99 Games. Grosso modo, tu as un deck de cartes et tu vas clasher contre un autre joueur. Et tu as 2 manières de gagner, soit que le joueur arrive à 0 point de vie ou que le joueur adverse
perdre toutes ses cartes. Donc, dans le fond, il les a jouées, puis il n'a pas pris attention à bien gérer son deck. Exceed, par contre, c'est pas un système de jeu qui est nouveau. En fait, ça date de 2016. Ils ont sorti une vague, dans le fond, ils appellent ça saison. Donc, ils ont sorti la première saison, ça a super gros pogné. Et là, arrive avec la saison 2 qui se nomme Seventh Cross. Faut comprendre que l'auteur aussi, Brad Talton Jr., est la tête derrière Millennium Blades et Devastation of the Endines, qui sont des systèmes de jeu super intéressants et qui ont vraiment prouvé, en fait, qu'il y a une saveur unique et excentrique. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. J'ai pas joué à la saison 1, mais ça semble super intéressant comme univers. Puis, ben écoute, hein, on sait pas, peut-être que ça pourrait être quelque chose de fun à essayer avec différentes personnes, à pouvoir partager le bonheur de jouer. Il y a deux choses que Winnie ne peut pas refuser, du fromage et des câlins toute la journée. Mais vous, est-ce que vous seriez capable vraiment de refuser une offre de sa part? Et c'est exactement l'esprit de Good Gritters. Good Gritters nous plonge dans la peau d'animaux mafiosos, où est-ce qu'on va devoir en fait faire des offres aux autres joueurs autour de la table. Le jeu utilise une mécanique que l'on appelle I split, you choose. Je sépare, vous choisissez. Dans le fond, il y a un leader qui a un magot et il doit le séparer entre tous et chacun. Et les gens ont le droit d'accepter ou de refuser. Ce jeu-là, en fait, c'est une réimplémentation d'un petit jeu qui est passé en dessous du radar ici en Amérique du Nord qui s'appelle Thief Tashen. Et je n'ai entendu que des bonnes choses sur Thief Tashen. C'est un excellent jeu de party, entre guillemets. C'est super facile à apprendre, c'est super facile à comprendre et tu peux jouer à ça avec plusieurs joueurs. Donc, Good Gritters ne réinvente rien, mais c'est une bonne chose parce que maintenant, il va être disponible ici en Amérique du Nord sous une fonte plus originale et créative que ce que Thief Tashen nous offrait. Je vais vous avouer un secret que je trouve un petit peu honteux. J'ai pas joué à tous les jeux que l'on considère comme étant des classiques. Malheur à moi, je n'ai pas joué à tous les classiques des temps modernes. Pauvre fou, tu seras châtié à jouer pendant 100 ans à Cards Against Humanity. Non! Et un de ces classiques-là que j'ai pas encore joué, ça s'appelle Tigre et Euphrate. Et cette année, le jeu va revoir le jour sous une nouvelle fonte un peu plus asiatique et le jeu s'appellera Yellow and Yangtze. Quel est le prochain jouet du joyeux festin au McDonald's? Des enfants en laisse? C'est pas drôle! Dans Yellow and Yangtze, les joueurs vont bâtir leur civilisation personnelle et ce grâce à une mécanique de placement de tuiles. On va devoir aussi gérer 5 différentes pistes de score qui représentent les piliers de notre civilisation. Et notre score final, en fait, sera le plus petit score parmi ces 5 différentes pistes-là. Personnellement, j'apprécie beaucoup la mécanique de placement de tuiles, je trouve que c'est super le fun. Et j'aime beaucoup aussi le principe de devoir gérer différentes tracks de score parce que ça amène beaucoup de variété dans le jeu et il y a une tension continuelle. Sans oublier que l'auteur, Rainer Knizia, j'ai commencé à découvrir différents jeux qu'il a fait et je vais vous avouer que plusieurs d'entre eux m'ont grandement étonné. Donc j'ai bien hâte de voir ça va être quoi la critique générale de la réimplémentation de Tigre et Euphrate. Quel est le plaisir coupable de Batman? Des parents morts. Elle était pas pire, celle-là. Un de mes auteurs préférés de tous les temps, c'est Martin Wallace. Cet auteur-là a un don pour juste placer une petite chose, une petite affaire bien anodine dans un jeu, un détail ou une règle, qui va faire en sorte que le jeu, malgré qu'il semble être conventionnel et traditionnel, on le regarde sous une perspective carrément différente à cause de ce détail-là qui a été ajouté. Cette année, il va sortir un jeu qui est un jeu de déduction sociale qui semble être dans l'univers de Résistance, qui va s'appeler Exodus Paris Nouveau. Évidemment, c'est un jeu d'identité cachée, donc on va recevoir une carte en début de partie qui va nous dire dans quelle équipe qu'on est. Et le jeu semble très restreint au niveau mécanique. On n'a pas nécessairement beaucoup de choix. Mais tout porte autour de la discussion et la négociation. Évidemment,
J'ai tout de suite accroché à cause de Martin Wallace, mais aussi parce que j'ai été un grand fan de Résistance pendant très longtemps. J'ai passé des soirées à jouer à Résistance, on a eu des déceptions, on a eu des réussites, des échecs, mais ça a toujours été des expériences ludiques extraordinaires et mémorables. Donc c'est sûr que quand on mixe ces deux éléments-là pour moi, ben j'ai le goût de me lancer puis d'essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Un des jeux qui m'a dernièrement beaucoup fasciné à cause de son asymétrie totalitaire, c'est Vast de Crystal Cavern. Et oui, j'utilise le mot totalitaire parce que chaque joueur jouera un rôle qui est complètement différent les uns des autres. Quand je dis différent, ben, je parle tout d'abord de la condition de victoire qui est unique au personnage que tu joues, mais aussi les mécaniques que tu utilises. Les autres joueurs n'auront pas à jouer de la même façon que toi, pantoute. La plus grosse faille et le plus gros problème qui a été manifesté, c'est probablement le fait que le jeu est excessivement difficile et exténuant à expliquer à des joueurs qui en sont en leur première partie. Bon, là tu peux faire ça. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais je t'ai dit oui, là, mais c'était comme ça, j'ai pas réfléchi, là. Ben là, tu veux vraiment que je regarde le tour de jeu de tout le monde? Ben là, franchement, là, tu me prends pour qui, là? Puis après ça, toi, tu vas chialer que là, je fais du hippie, puis ça te prend du temps avant de faire ton tour. Hey man, je te le montrerai plus, ce jeu-là, ok? Je t'en montrerai plus jamais! Plus jamais je veux montrer des jeux ici, plus jamais! Je m'en vais! Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Mais cette année, la compagnie qui a créé Vast a décidé d'amener un jeu autant asymétrique, mais peut-être plus accessible, et ce jeu-là se nomme Root. Dans Root, les joueurs représentent différents peuples qui vivent dans la lande des forêts. Le problème, évidemment, c'est que tout le monde veut tirer la couverture de son bord. Donc on a comme une genre de thématique un peu Robin des Bois. On a les marquis de Cat, qui sont un peu comme le shérif de Nottingham, qui veulent prendre le contrôle de la forêt. On a aussi une bande de rebelles qui s'appelle l'Alliance et qui, eux, veulent renverser le pouvoir du marquis de Cat. Pendant ce temps-là, du haut de leur perchoir, les aigles regardent la forêt et rêvent des anciens temps où ils avaient le contrôle total de la forêt. Puis évidemment, on a des gens vagabonds, un peu comme Timon et Pumba, qui se promènent puis qui veulent propager la bonne nouvelle, mais surtout rendre les gens heureux autour d'eux. Root va aussi être très facile à expliquer dû principalement à la qualité du matériel. Les joueurs recevront un plateau de jeu où toutes les étapes de leur tour personnel sont inscrites. C'est super facile à suivre, c'est super facile à comprendre, et j'ai l'impression qu'on va retrouver le même esprit que dans Vast, sauf que ce jeu-là risque de sortir plus souvent sur ma table, donc ça fait en sorte que j'ai bien hâte. Bon, on va clairer tous les jeux de mots plates à faire avec le titre de la nouvelle extension de Kemet, c'est-à-dire Kemet 7. On va faire ça maintenant, ok? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je lave ma toilette avec du Kemet. Le peuple égyptien, c'est un peuple 7 dentaire. La nouvelle extension de Kemet va permettre de transformer le jeu de façon notoire. On passe d'un jeu qui était très confrontationnel, Take That, à un jeu qui est un one versus all, un contre tous. Le joueur seul incarnera le rôle de Seth, le dieu le plus puissant de toute la mythologie égyptienne. Et ce joueur-là veut prendre le contrôle total de l'ancienne Égypte. Les autres joueurs s'allieront ensemble pour renverser le pouvoir de ce dieu-là. Il y en a certains sûrement qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on fait une extension d'un jeu qui date de 2012. Ça fait quand même 6 ans à m'amener décroché, puis on s'entend, 6 ans dans le board game, c'est 60 ans chez les Moldus. Ben, tout d'abord, Kemet, selon moi, reste encore un des meilleurs jeux de contrôle de territoire que sur le marché aujourd'hui. Le jeu est élégant, c'est raw, c'est intense. Il y a une énergie vraiment particulière qui s'installe autour de la table. Il y a une discussion, il y a une négociation, puis il y a des coups en dessous de la ceinture qui se donnent tout le temps. Quand on propose de changer la nature d'un jeu de façon extrême comme ça, c'est sûr et certain que ça fait parler. Particulièrement pour les joueurs qui, comme moi, trippent encore à jouer à Kemet. Fait que j'ai hâte vraiment de voir comment est-ce que cette extension-là peut révolutionner le jeu puis lui donner une nouvelle vie. Vous êtes-vous déjà fait trahir dans un jeu de société? Je parle pas d'une petite trahison, genre ah, finalement la ressource que je te dois, non, je te la donnerai pas. Là. Moi je parle d'une vraie trahison. Une trahison qui te coûte quasiment la partie. Et là, cette trahison-là te tord le cœur, ça te brise en deux. Tu te dis comment ça se fait que j'ai pu faire confiance aussi naïvement que ça. Et là, soudainement, tu n'as plus qu'un seul but dans la partie. Que l'autre joueur perde. Peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, que tu gagnes sur les autres joueurs, si ce joueur-là perd,
ben toi t'as gagné. Et c'est probablement ce que Door va nous proposer. Door offre une thématique à aspect politique genre Game of Thrones. Les joueurs sont des leaders d'une famille et on veut en fait être celle qui va être élevée au rang de noble. On va créer des rumeurs, des scandales sur les autres. On va rendre les autres familles suspicieuses d'avoir commis certains crimes qui, au fond, c'est nous qui l'avons fait. On va créer des alliances, on va briser des alliances, on va trahir, on va se faire trahir. Mais il faut pas s'inquiéter parce que le jeu dure juste une demi-heure. Puis je me demande si Door ne pourrait pas tomber, en fait, dans la catégorie de jeux genre complot, guillotine, Hoax. Parce que ce genre de jeu-là est vraiment le fun. Tu fais 1-2 parties, c'est rapide, c'est simple, tout le monde comprend en dedans d'un tour. Mais il en faudrait un peu plus des petits jeux comme ça, puis peut-être que Door ça pourrait l'être. De toute façon, écoute, c'est pas bien grave, là, tu sais. Ça dure juste une demi-heure le jeu, puis après ça, regarde, on oublie. No hard feelings, hein. Les jeux de nature Choose Your Own Adventure, ben ça devient de plus en plus populaire. Et le prochain jeu que je vous parle, c'est vraiment un guess. J'ai vu ça, je me suis dit peut-être ça va être le fun, ça s'appelle Call to Adventure. C'est un jeu qui à la base était sur Kickstarter et maintenant il va devenir disponible sur le marché. L'auteur derrière ce jeu-là, c'est aussi l'auteur qui était derrière Boss Monster. Donc c'est sûr de voir un petit jeu sympathique comme Boss Monster, puis là maintenant un nouveau jeu comme Call to Adventures, ben ça a piqué ma curiosité. C'est un gros guess là, je sais pas si le jeu va être bon ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il va faire de différent, mais somme toute, écoute, pourquoi pas, je vais m'informer là-dessus, informe-toi si ça te tente, ça a l'air super cool! Avez-vous déjà rêvé d'être maestro, un grand chef d'orchestre? Non? Bien, c'est ce que Symphonie numéro 9 nous propose. On est à la tête de 6 différents musiciens. Ces musiciens-là vont nous permettre de pouvoir obtenir des tuiles qu'on appelle des tuiles composition. L'affaire, c'est que si on veut recevoir une tuile composition, eh bien, il faut retirer un cube d'un de nos musiciens. Chaque musicien possède 6 cubes et chaque fois qu'on retire un cube, eh bien, on obtient en fait une récompense. Sauf que les cubes représentent aussi la longévité de vie de nos musiciens. Et à la fin de chaque round, on va faire un don de cubes pour le grand concert. On va scorer des points selon nos tuiles composition et selon les dons qu'on a fait pour le grand concert. Et la personne qui a le plus de points de prestige gagne. Ouais, c'est pas tant clair, hein, au final. Ça a l'air un peu abstrait, ouais, je le sais. Mais le jeu a de l'air vraiment cool et j'aime le principe en fait de devoir gérer la longévité de vie de tes musiciens puis t'assurer en fait qu'ils sont encore en vie pour un grand concert, mais qu'en même temps, bon, ces musiciens-là peuvent te donner des bonus, ils peuvent te donner aussi des tuiles composition. Il semble y avoir beaucoup de choix déchirants à devoir faire pendant tout le long de la partie. Et pour conclure, j'aimerais souligner quelques jeux qui sont basés sur des films. Highlander, un jeu de duel entre 2 joueurs où un d'entre nous pourra jouer Christophe Lambert. Oh my god, il était tellement beau dans ce film-là! Home Alone, où tu auras peut-être la chance de jouer Kevin McAllister ou un des 2 bandits des casseurs-flotteurs. Kick-Ass, qui a été produit par Communionard, puis que je suis pas certain si ça va être bon ou non, parce que ça a l'air juste d'un zombicide, mais avec une refonte avec le thème de Kick-Ass. Et pour terminer, Brandy Brunch. Je sais pas c'est quoi Brandy Brunch. Alors c'est ce qui conclut ma vidéo sur les jeux qui ont piqué ma curiosité et qui sortiront au Gen Con 2018. Je te remercie énormément du temps que tu as pris pour m'écouter, partager mon opinion. Maintenant c'est à ton tour de me partager la tienne. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou si tu veux partager un des jeux que peut-être j'ai pas vu puis que toi ça t'intéresse puis que tu as envie d'essayer qui va sortir à Gen Con. Dans tous les cas, je t'encourage à liker la vidéo si tu as aimé, à partager la vidéo et même t'abonner à notre chaîne YouTube. Encore une fois, merci beaucoup de ton écoute et c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!